pourquoi je crée le CAP? Pour travailler en entreprise, parce que j'ai cherché pendant 2 ans, on pourrait dire 80, 82, comment travailler en entreprise. Il se trouve que les années 80, j'avais bien repéré, changement de gouvernement, Mitterrand, l'espoir de la gauche, mais en fait, bon, qui a été très vite étouffé un an après. Mais bon, en tous les cas, il y avait quand même eu une loi qui m'avait intéressé, ce qu'on appelle un ministre Auroux, qui avait créé une loi sur l'expression des salariés. Donc là, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire, pour un psychosociologue, apprendre que les salariés obtiennent le droit d'expression sur leur travail, leurs conditions de travail, pendant le temps de travail, voilà, c'était intéressant. Mais comment faire? Et là, personne ne savait comment faire. Et les syndicats étaient contre, au début. Pourquoi? Parce que les syndicats considéraient que c'était une manière de leur enlever... eux, ils se considéraient comme les porteurs de parole des ouvriers. Les ouvriers, c'est nous, et les ouvriers parlent par nous. Et donc, vous mettez en place un droit d'expression pour contrer, pensaient les organisations syndicales. Bon. Moi, j'avais d'emblée l'intuition que ça pouvait être ça, mais que ça pouvait être autre chose. Voilà. Et qu'effectivement, ça peut être ça, comme ça peut être autre chose. Et donc, moi, ça m'a intéressé. Et là, je me suis dit, comment faire? Et j'ai l'idée de contacter l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail, qui était un organisme du gouvernement. J'apprends que ça existe. Je me dis, je ne savais pas que ça existait, c'est super, ça, un organisme qui se... Et donc, je me renseigne, et en fait, je découvre des consultants internes au ministère du Travail qui vont dans les entreprises et qui essayent d'améliorer les conditions de travail. C'est plutôt des ergonomes, en fait. Voilà. Et là, il y a un gars qui me dit, donc je commence à nouer un contact, et quand je noue un contact, ça se passe plutôt bien, et puis je continue le contact. Voilà. Donc je continue, je le rappelle, voilà. Puis il me dit, oui, c'est intéressant ce que vous faites, parce que je lui dis ce que je fais, je lui parle des interventions socio-analytiques. Oui. Alors il me dit, oui, il y a quelqu'un qui travaille à la direction régionale de EDF Clermont, puisque les centres de distribution étaient organisés en région, il y avait une direction régionale, très hiérarchisée, avec un directeur régional qui était un grand seigneur local. Et il y a quelqu'un qui est dans les ressources humaines, qui s'intéresse à tout ce qui est innovation, etc. Prenez contact. Là, je prends contact avec lui, puis ça a été le début. C'est-à-dire, premier contrat, où il est intéressé par mon approche, mais il me demande d'abord de faire une étude. Il me dit, mais ce serait intéressant que vous fassiez une étude sur les relations entre la distribution, enfin la direction régionale et les centres de distribution. Du coup, je lui fais un projet d'étude basé sur des entretiens où je vais interviewer les équipes de direction des centres EDF qui sont en relation pour voir comment ils voient les relations. Et je me rends compte que ça se passe très mal, qu'il y a beaucoup de choses qui sont à changer, à améliorer. Et donc, suite à cette étude, donc ça a été ma première étude. Donc c'est pour ça que je crée aussi le CAP. C'est-à-dire que j'ai un interlocuteur, je dois faire un projet, mais il me dit, je ne peux pas contracter avec vous, il me faut une structure. Et donc je crée le centre d'analyse des pratiques professionnelles. C'est moi qui crée l'intitulé. Et je le crée donc avec ma compagne de l'époque, que j'embarque, puisqu'elle n'a pas tellement de boulot comme psychologue. C'est plutôt moi qui fais le terrain. Et puis après, elle m'aide à analyser les entretiens, et puis elle m'a aidé alors, il se trouve que je le crée avec 2 autres, mais qui, à cette époque-là, 2 autres que j'avais du GAI, du groupe d'analyse institutionnelle, qui avaient réussi à rentrer, eux, à EDF, pour créer un pôle d'intervention interne. Donc, en parallèle, moi, à ma percée, eux, ils rentrent. Mais du coup, ils créent le CAP avec moi, mais ils ne travaillent pas avec moi. Ils sont pris par... Voilà. Donc, ils ont l'expérience, un début d'expérience d'intervention interne à EDF. Mais au bout d'1 an, leur truc sera fermé et ils se rapatrient pour travailler avec moi. Voilà. Est-ce que tu as un exemple de ces années-là où tu conduisais des entretiens à EDF et
et où tu as eu véritablement un impact et quelque chose qui t'a profondément marqué au début de... L'impact sur... l'étude sur les relations entre la direction régionale et les centres de distribution, c'était fort, hein, parce que le document de notre étude, au début, on a été censuré, c'est-à-dire que c'était tellement violent de dire quelles étaient les insatisfactions qu'il y avait entre la direction régionale et les directeurs des centres de distribution. Il y a eu intervention des services centraux d'EDF. Notre étude, il a fallu qu'on aille la présenter d'abord aux services centraux, qui ont dit « Oh là là, non, c'est pas possible de dire ça au directeur, vous allez trop le heurter, il est trop loin de tout ça, il va pas comprendre. » Voilà. Donc ils ont dit « Bon, il faut qu'on fasse un petit coussin pour améliorer les choses. » Donc ils sont venus le voir, etc. Puis j'ai quand même eu l'autorisation de présenter. Et ça s'est très bien passé. Et j'ai eu affaire à un type qui était certes très imbu de sa personne, etc., mais qui était intelligent et qui a pris les choses et qui a dit cette étude, vous allez aller la présenter dans tous les centres et à partir de là, on va dans chaque centre voir comment on améliore les relations. Et alors, comment ça s'est passé c'est là où j'ai commencé des réunions dans lesquelles on présentait l'étude. Donc l'étude, elle présentait les dysfonctionnements. Et là, l'idée, c'était d'amorcer le changement. Donc de là on m'a aussi confié le fait de mettre en place à l'intérieur des centres de distribution des groupes d'expression. C'est-à-dire que pour amorcer le changement, utilisons les lois Auroux pour mettre en place des groupes d'expression des salariés qui vont faire remonter vers la direction les dysfonctionnements dans une perspective d'amélioration. C'est comme ça que tout a commencé. Et au bout d'un an, donc, je suis rejoint par les deux autres qui, eux, avaient commencé l'intervention interne. Donc on se retrouve là un groupe de 4, deux couples, un groupe de 4, et là on va commencer à avoir accès au nucléaire, à tout le secteur du nucléaire, par l'autre... en fait, dans ce groupe de 4, il y avait 2 leaders, il y avait moi et puis la compagne de l'autre, de mon ami. Voilà. Et il y en avait 2 qui étaient plus en retrait. C'est pas un terme de compétence, hein, mais qui étaient incapables de décrocher un contrat. Oui, vous étiez un groupe de 4 et vous étiez 2 leaders, toi et la compagne de ton ami. Voilà. Donc moi, je vais développer du travail avec la distribution d'EDF, donc tous les centres de distribution. Et en parallèle, elle va développer du travail, mais on va le faire ensemble, par moment, pas toujours, hein, avec le nucléaire. Et donc là, on part dans une aventure qui a duré plus de 25 ans, quoi. D'intervention dans toutes les... soit dans les centres de distribution, soit dans... Parce que moi, en parallèle, j'étais porteur dans ce groupe d'un travail en petits groupes, alors que ce soit le GAY ou le CAPP, c'était l'idée de travailler au niveau organisationnel et institutionnel. Moi, j'avais cette expérience du travail avec les petits groupes. Et donc, je garde ce fil-là. Et à un moment donné, en parallèle avec ce travail d'ailleurs... alors, le travail d'intervention, il faut resituer le contexte. Hein, il y avait eu l'incident de la centrale à Tchernobyl. Enfin, il y avait eu un accident nucléaire aux États-Unis, TMI. Il y avait eu le Tchernobyl. Voilà, qui a été très grave, enfin voilà, un truc très très grave. Donc il y avait un problème vraiment au niveau de la sûreté nucléaire. Et donc il y avait vraiment un enjeu de transformer les mentalités à l'intérieur du nucléaire de manière à créer ce qu'on a appelé l'attitude interrogative. C'est-à-dire d'être dans une organisation dans laquelle à la fois on doit respecter les règles, c'est extrêmement strict. Les règles, quand il y a un boulon, il doit être serré à tel degré de serrage, c'est pas moins ou plus. Tout est codifié par les ingénieurs, les procédures, les salles de commande, enfin voilà.
Et donc, il faut créer à la fois un état d'esprit dans lequel on respecte les règles, mais on doit interroger la pertinence des règles en fonction de l'état de l'installation. On a appelé l'attitude interrogative. Et après, la notion de ligne de défense, c'est-à-dire que l'individu est toujours est la première ligne de défense, il doit faire son travail, etc. Mais s'il a le moindre doute ou s'il a le moindre question, il doit pouvoir s'appuyer sur le collectif. C'est-à-dire la deuxième ligne de défense doit être le collectif. Donc ça sous-entend des relations humaines exemplaires du point de vue de la dynamique des groupes. Dans un milieu qui était un milieu dans lequel il y avait, je veux dire, le milieu ouvrier, EDF, il y avait beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de... je veux dire, c'était quand même des milieux de fonctionnaires, d'une certaine manière. Hein. On est là, c'est l'emploi à vie. Hein. Surtout qu'à l'époque, il y avait les écoles EDF. Et on rentrait à l'école EDF et on devenait agent EDF. Et on ne faisait pas une scolarité, on y rentrait très jeune, hein, dans les écoles EDF, les écoles de métier. Donc c'était des univers dans lesquels il y avait des fortes résistances au changement, à l'évolution du travail, forte syndicalisation, etc. Voilà. Mais voilà. Donc nous, on va, pendant toutes ces années, créer des dispositifs d'intervention en entreprise et en parallèle, moi je vais continuer mes activités de supervision et il se trouve que je vais faire une étude, on va faire une étude, donc ma compagne de l'époque et moi, sur les accidents de circulation. C'est-à-dire, puisqu'on est en contact avec la direction aussi de la distribution, on apprend, on est en contact vraiment avec les services des ressources humaines, voilà, et ils ont un problème, qui est que le directeur a piqué une crise à un moment donné en disant j'ai toujours tant de morts par an du travail, c'est inacceptable. On est dans une entreprise sur laquelle on travaille à fond les règles de sécurité, gaz et électricité. Il n'y a pas de raison d'avoir des morts par an. D'où viennent ces morts? Expliquez-moi ça. Et donc, première étude pour comprendre d'où venaient les morts. Et on se rend compte que les morts, en fait, ils venaient, la plupart, des accidents de circulation. Donc, et à l'époque, l'activité de circuler dans un véhicule n'était pas considérée comme un acte de travail. Il y avait le travail, avec des règles de sécurité, et puis il y avait le fait qu'on se rendait au travail pour intervenir sur le gaz, l'électricité, des fois en urgence, etc., sans règles, en considérant même qu'on était exempt des règles de la conduite. Ils pensaient même qu'ils avaient le droit de griller des feux rouges, tout ça. Ils croyaient tout ça, que c'était faux. Hein. Il n'y avait il n'y avait que la police qui avait le droit, mais eux... Bon, voilà. Et donc, on va faire une étude. Donc, on constate que c'est des morts. On va comprendre pourquoi il y a des morts. C'est là où on va mettre le doigt sur le fait que la circulation, n'étant pas considérée comme un acte de travail, il n'y avait pas de règles. Il n'y avait pas de... Parce que moi, du coup, je rentre dans ce qu'on a appelé l'accidentologie. C'est-à-dire dans la compréhension entre l'équilibre qu'on doit avoir entre le risque, puisque toute activité humaine nécessite des prises de risque. D'ailleurs, le mot chantier vient de cantarium, c'est-à-dire le cheval qui rue dans les brancards, qui est voilà, danger. Et donc, un chantier, c'est forcément... Donc, qui dit risque dit parade. Voilà, dit d'élaborer des conditions de prise de risque acceptables pour travailler en sécurité. Et donc, on va faire cette étude qui va nous amener, on va faire des groupes d'analyse de situations d'accident, groupe d'analyse de situations d'accident, dans lequel on va comprendre quels sont les différents types d'accidents, comment un accident a une histoire, il n'arrive pas par hasard. Voilà. Et ça va m'amener, évidemment, après, à restituer tout ça. Ça va être des années de travail de restitution, mais en même temps à créer, moi, ma méthode d'analyse de situation d'accident, que je vais diffuser. Ce qui me semble intéressant, c'est de... Puisqu'on en était au fait que le CAP avait été créé, le Centre d'analyse des pratiques professionnelles, et que se déroule, je ne sais pas, 10, 15 ans, 20 ans, peu importe, on ne va pas dater, de pratiques d'intervention dans les organisations,
en mélangeant avec des périodes d'études, recherche, action, modification du fonctionnement des organisations, que ce soit dans le nucléaire principalement ou dans la distribution. Après, il y a eu d'autres interventions dans d'autres petits secteurs, mais je n'ai pas envie de rentrer dans les détails de tout ce que j'ai fait. Voilà. Ce qui m'intéresse là maintenant dans cette partie, c'est peut-être d'essayer de capitaliser sur quels sont les... Parce que j'ai quand même parlé beaucoup de méthodes, de dispositifs, hein, d'analyse collective, des principes qui sont... Les principes de l'intervention socio-analytique, c'est d'intervenir en situation de crise, parce que c'est là où on y voit quelque chose, et de créer des collectifs d'analyse, ce qui dérange profondément le fonctionnement des organisations et qui demande des conditions particulières de confiance dans les intervenants. Parce que quand on rassemble 150 ou 200 personnes d'une centrale nucléaire qui comporte à peu près 1000 ouvriers, 1000 travailleurs avec la direction pendant un jour ou deux, ça perturbe tout, donc il faut qu'il y ait il faut avoir affaire, on avait affaire à cette époque-là, d'abord à des managers. Il n'y avait pas encore les centrales d'achat, il n'y avait pas encore les recherches des moindres coûts qui font qu'il y a des appels d'offres, on prend les moins 10 ans, etc. Et donc, comme on avait affaire à des managers, et lorsqu'on a eu des managers qui nous ont fait confiance, puisqu'on a travaillé en direct avec les patrons du nucléaire, donc ça descendait en cascade après, hein, quand un patron, quand on nous disait que ce serait intéressant qu'on travaille avec tel chef de centrale nucléaire, on était annoncé. Je veux dire, on ne débarquait pas comme ça. Hein. C'est le patron du nucléaire qui avait dit que ce serait intéressant qu'on travaille. Il ne disait pas ce qu'on devait faire. Voilà, donc on était accueillis en confiance malgré le dérangement qu'on allait procurer. Ce qui est devenu impensable après au bout d'un moment, parce qu'à partir du moment où les services centraux ont contrôlé tous les consultants, tous les processus d'appel à des consultants, avec des mises en concurrence, des appels d'offres, etc. Or, il est évident que quand on est dans un système comme ça, quand on propose des dispositifs qui sont dérangeants en temps, en argent, en temps et donc en argent, on n'est pas avec d'autres qui vont dire qu'eux, en quelques jours, et en faisant juste une étude, hop, ça va aller. Bon, donc c'est une époque aussi. Hein. C'est une époque qui a disparu avec l'apparition des acheteurs et des tueurs de coups. Est-ce que tu peux revenir du coup sur l'aspect plus conceptuel ? Oui, alors sur l'aspect conceptuel. Moi, ce qui m'intéresserait là, c'est de voir un peu quels sont les grands concepts que je vais capitaliser pendant ces années-là, que j'acquiers à la fois par la pratique, mais en même temps aussi par le fait d'être toujours en recherche-action, que ce soit avec des gens comme René Loureau, que je vais continuer à suivre, à aller à ses séminaires. René Loureau avait écrit des livres déterminants pour moi. L'analyse institutionnelle en 1970, Clé pour la sociologie en 1971, Sociologue à plein temps et l'état inconscient en 1976. Sur le plan conceptuel, ce que m'apporte René Loureau, c'est sa conception de l'institution. Pour lui, l'institution est à la fois un mouvement et un moment d'un processus d'institutionnalisation. Pour lui, l'institution est le moment dans lequel des forces sociales s'inscrivent dans des formes organisationnelles. Un rapport donc entre des forces et des formes. En reprenant la dialectique de Hegel, thèse, antithèse, synthèse, il conçoit l'institution comme moment d'un processus dialectique de lutte entre l'institué d'une situation sociale, des forces instituantes qui dérangent l'ordre établi pour aboutir à l'institutionnalisation
d'une nouvelle forme d'organisation sociale. Cette définition était très importante pour moi, qui avais vécu mai 68, car elle légitimait la possibilité de changer les organisations à tous les niveaux de la société, la famille, l'école, l'université, les entreprises de production, le système économique, etc. René Loureau, c'est quelqu'un qui va développer beaucoup de recherches autour de la notion d'implication, sur la relation entre le chercheur et l'objet observé, qui va faire partie de ceux qui vont dire qu'évidemment l'observateur modifie par sa pratique, par sa présence déjà la situation. Voilà, nous de recherche sur l'implication. C'est l'époque aussi où Alain Touraine qui a formé l'autre personne du groupe, Christiane Gillon. Elle a été formée par Alain Touraine. Notre groupe, il était composé de 4 personnes. Fabienne Filion, donc, qui était ma compagne, formation de psychologue. Christiane Gillon, formation de sociologue, qui avait découvert la socianalyse. Elle était militante féministe. Elle avait créé un café des femmes en Belgique. Et comme il y avait de la conflictualité, qu'elle avait déjà entendu parler d'analyse institutionnelle, elle fait une demande d'intervention au gay. Donc elle va découvrir l'intervention et d'ailleurs nouer une relation amoureuse avec Patrice Ville, le 4e, donc membre du groupe que j'avais sollicité dès le début. Parce que quand je crée le CAP, c'est avec ma compagne Fabienne Filion, Christiane Gillon et Patrice Ville. C'est un groupe de 4. Bon. Donc, Christiane Gillon, elle avait été formée par Alain Touraine qui avait développé l'intervention, lui, sociologique, dans les grands mouvements sociaux. Voilà, il s'intéressait au mouvement écologique, au mouvement des femmes, au mouvement... Bon, bref. Donc, différent. Alors si je réfléchis un peu sur cette capitalisation conceptuelle, évidemment ce qui me vient à l'esprit d'abord, c'est l'idée des moments de la vie, à l'intérieur de ces moments des situations significatives, encore une fois, et là le concept de crise-conflit, dérangement, c'est un concept très fort qui a été travaillé par Patrice Ville, qui a fait d'ailleurs sa thèse là-dessus, sur le dérangement. Notion de dérangement qui va caractériser la spécificité de ce courant. Spécificité qui en même temps d'ailleurs nous donne une image négative. Parce que dès le gay, dès le CAP, il y a l'idée qu'on est des intervenants qui foutent le bordel. Alors l'idée, en fait, ça vient pas du tout de nous, ça vient du fait que Georges Lapassade, qui était un des concepteurs, créateurs du courant de l'analyse institutionnelle, lui était extrêmement dérangeant par sa personnalité, par sa manière d'intervenir, par le fait qu'il était incontrôlable. Effectivement, il y avait un certain, je dirais, dérangement qui faisait penser un peu à quelque chose qui faisait éclater, quoi. Bon, ce que les gens n'avaient pas compris, c'est que pour qu'il y ait du changement, il faut qu'il y ait du dérangement. C'est-à-dire que pour qu'une organisation change, il faut passer par un processus d'analyse qui la décompose à un moment donné. C'est-à-dire que le processus que je vais d'ailleurs conceptualiser grâce à mon contact avec la formation permanente d'EDF, qui consiste à bien identifier les phases que j'ai appris, moi, parce que j'ai été formé à l'analyse aussi de situation, aussi par le fait d'être en collaboration avec les organismes de formation d'EDF. J'étais consultant externe, il y avait des consultants internes, et on avait des opérations communes. Et donc, à ce moment-là, ils vont conceptualiser notamment l'analyse de problèmes, que moi je vais enseigner à mes étudiants d'école d'ingénieur,
Mais par exemple, ce que je vais retenir, entre autres, c'est la nécessité de conceptualiser les étapes, les 4 grandes étapes qui sont observer, analyser, comprendre, agir. Voilà. Ça restera pour moi des repères conceptuels extrêmement forts. Et donc, quand on observe une situation, pour l'analyser, comme je l'ai dit, on va choisir ou créer des situations de dérangement. Parce que le fait de mettre des gens, les sortir de leur bureau pour les mettre dans une salle pendant 2 jours, c'est un dérangement déjà. Voilà. Donc certains ils voyaient ça comme effectivement mettre le bordel, mais voilà. Mais ils comprenaient pas que pour qu'une organisation elle a une forme. Quand on l'analyse, on a déconstruit cette forme. C'est-à-dire on rentre dans la conflictualité. Pourquoi il y a du conflit ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui n'est pas satisfaisant ? Donc effectivement, on augmente une conceptualité latente qui devient visible. Donc ça donne cette impression. Voilà. Et donc on est dans une période de décomposition, c'est-à-dire de séparation des éléments. Parce que analyser, c'est décomposer. Si je veux analyser comment et qu'est-ce qu'il y a dans telle bouteille, un liquide, je vais décomposer. Donc on décompose, on sépare. Et l'opération de compréhension de pourquoi les éléments se sont constitués comme ça de manière non satisfaisante permet aussi d'envisager comment les éléments peuvent se recomposer autrement. Donc la forme initiale de l'organisation, on peut par exemple donner un schéma en disant au début on a un rond. Un rond, donc l'organisation elle est opaque, on ne sait pas trop. Voilà. Si j'analyse ce qu'il y a dans ce rond, je vais voir qu'il y a des morceaux. L'analyse de l'identification de ces morceaux va me permettre de les séparer pour voir comment ils se sont assemblés de manière non satisfaisante. Ils vont donc éclater les uns les autres. En éclatant les uns les autres et en les examinant, on va se donner la possibilité de recomposer les formes de l'organisation, d'abord en morceaux, et ensuite de rassembler les morceaux dans une phase finale où on va se mettre d'accord sur comment on va travailler ensemble dans l'avenir. Et donc l'organisation, elle était un rond au début, à la fin on peut dire, on prend une image, elle devient un carré. On a rassemblé les morceaux, ils se sont remis autrement, et c'est devenu un carré. Donc c'est vrai que c'est un processus de dérangement, de changement-dérangement, qui fait que l'organisation se transforme. Alors c'est pour ça que c'est souvent, on a été un courant qui a été critiqué par ceux qui avaient une conception de l'intervention psychosociologique ou qui était un peu, de mon point de vue, calqué sur la posture du psychologue ou du psychanalyste. C'est-à-dire la posture de l'extériorité, j'observe, je dis, et puis voilà, après c'est à vous. C'est à vous d'en faire quelque chose. Notamment, je donne mon rapport. Alors que nous, on a toujours construit nos contrats sur l'obligation qui était faite par le commanditaire. Il était obligé, c'était dans notre contrat, que nous restituions nos résultats à tous ceux qui avaient participé au processus, dans une perspective ensuite de faire évoluer le système. C'est-à-dire, évidemment, il n'y avait pas la commande d'intervention qui était associée à la commande d'études, mais c'était pour nous implicite. Et comme les gens nous faisaient confiance, comme on avait gagné la confiance par nos réussites, je veux dire, c'est comme ça qu'on a avancé et qu'on a pu modifier les pratiques. Est-ce que tu peux revenir sur d'autres concepts qui se sont succédés ensuite ? Donc il y a le concept, dont j'ai dit, moment, situation, dérangement. Après, il y a un concept très puissant qui m'a éclairé beaucoup qui a permis d'introduire la dimension de l'historicité, que ce soit vis-à-vis... Alors, après, je vais la transposer en individuel, mais d'abord dans le fonctionnement des organisations. C'est-à-dire que le concept de transduction, qui vient d'ailleurs des sciences exactes, c'est l'idée que, quand il est transposé en sciences humaines, c'est l'idée que lorsqu'on évoque une situation antérieure dans le présent, dans un dispositif présent d'analyse collective, dans lequel on va tous
participer à cette remémoration ou à cette genèse, en fait. On va reconstituer comment on en est arrivé là. Hein. Dans le processus de traduction, ça nomme le fait que ces éléments qui sont extraits du passé pourraient être examinés dans le présent. Dans le processus de transfert du passé dans le présent, il y a un processus de transformation qui permet qu'en fait, que le passé vu dans le présent se voit autrement. Donc non seulement on comprend dans ces cas-là le processus qui a amené à la situation non satisfaisante, mais on comprend aussi, on voit autrement ce qui pourrait être fait de ce passé dans le présent, puisque c'est pas terme à terme. Justement, ce qui va être intéressant dans le travail de l'histoire, que ce soit dans les organisations ou après dans l'histoire individuelle, mais restons sur l'organisation, c'est qu'on va accéder justement à la manière dont la dimension institutionnelle s'est créée, que dans le même temps on créait les règles de fonctionnement, dans le même temps on créait un type d'organisation dont on déclinait ces règles. Quand on met tout ça en analyse, on se rend compte que en gardant des principes ou en réexaminant la dimension institutionnelle, on va modifier l'organisation et donc ressouder ce qui fait lien, ce qui fait lien entre les deux. Ça donc, fait voilà. Aussi au jeu de rôle dont Vincent Goldjak parle aussi dans oui, on rejoue des choses et donc on voit autrement. Voilà. Donc il y a ce concept de transduction qui est un concept puissant. Après il y a le concept d'implication, effectivement, qui est bien distingué, implication, engagement, la distinction, enfin je veux dire le fait de considérer que dans une situation tout le monde est partie prenante. Bon. Alors là ça me permet d'ailleurs de dire qu'en fait il y a quand même une grande source pour moi aussi de formation qui est venue par la découverte de l'analyse systémique. C'est-à-dire toute l'école de Palo Alto, toute la réflexion sur la communication, avec la célèbre formule « on ne peut pas ne pas communiquer ». Tout comportement est communication. Tu peux nous parler un peu plus de l'analyse systémique pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, l'analyse systémique repose sur la conceptualisation des interactions humaines basée sur la notion de système, c'est-à-dire qu'un système est constitué d'un ensemble d'éléments qui sont en interaction de telle manière que la modification d'un des éléments entraîne la modification de l'ensemble du système. Alors on va parler du système familial, on va parler du système scolaire, on va parler de peu importe. Enfin, et donc ça donne une vision d'intrication de système. Un individu humain, il est pris dans une intrication du système qui sont comme des ensembles, les uns intriqués dans les autres. Voilà. Et donc la vision systémique permet de comprendre, je dirais, l'omniprésence des interactions humaines et du coup aussi les possibilités de changement. C'est-à-dire que le changement peut aussi venir de la modification du comportement d'un individu. Alors, pas forcément s'il est le dernier de l'échelle, mais en tous les cas, s'il donne son avis peut-être, en tous les cas, et si son avis est entendu, mais en tous les cas, le changement, dans des organisations, il est de la responsabilité des managers. Et si les managers comprennent la notion d'interaction, parce que souvent les managers parlent de l'organisation dans laquelle ils sont dans une position de victime, quoi, sans voir qu'ils sont à l'intérieur du système et qu'ils ont un pouvoir d'action, et sans connaître leur pouvoir d'action, qui nécessite aussi quelquefois de s'autoriser, la notion de s'autoriser à pas forcément transgresser, mais à explorer des espaces non codifiés. Moi j'ai beaucoup rappelé en entreprise que tout ce qui n'était pas interdit était permis, mais qu'en même temps on avait la légitimité d'interroger les interdits. C'est la fonction critique du sociologue, qui avait déjà été conceptualisée par Henri Lefebvre.
je veux dire, la critique est non seulement légitime, mais elle est nécessaire. Hein, voilà. Et donc, on doit pouvoir réexaminer tout, y compris les règles, les lois. C'est d'ailleurs ce qui se passe au niveau parlementaire. Malheureusement, la plupart du temps, on crée de nouvelles lois plutôt que de modifier les anciennes. Donc, du coup, on a un empilement de lois qui arrivent quelquefois jusqu'à s'annuler les unes les autres. Voilà. Oui, je voulais reprendre sur quand même un des courants qui m'ont apporté beaucoup de notions conceptuelles, c'est le courant de la psychodynamique du travail. Donc, puisque j'ai évoqué le courant de l'analyse institutionnelle comme courant de l'intérieur de la sociologie, j'ai évoqué l'analyse systémique, j'ai évoqué tout le courant de la psychosociologie, enfin, etc. Et donc, c'est le courant de la psychodynamique du travail, ça a été important parce que c'est un courant qui reprend un travail sur un concept qui avait déjà été travaillé par Marx, qui m'avait beaucoup évidemment intéressé, c'est le concept d'aliénation, avec l'idée que les ouvriers sont obligés, compte tenu de leur situation, de vendre la seule chose qu'ils peuvent vendre, c'est-à-dire leur force de travail, et qui deviennent donc ils rentrent dans une position de domination, de soumission. Voilà. Et donc le courant de Christophe Dejour reprend cette notion pour expliquer comment des individus sont amenés à obéir, à faire ce qu'il appelle le sale boulot, à rentrer dans ce qu'il appelle aussi la servitude volontaire. Voilà. Donc ça m'a intéressé, parce que ça reprend aussi les travaux d'Hannah Arendt, qui avait travaillé à propos du projet Eichmann, pour comprendre et montrer que, contrairement à ce qui était dit, Eichmann n'était pas un monstre, non pas au sens qu'il n'était pas condamnable, mais qu'appeler quelqu'un un monstre, c'est vraiment une dénomination qui montre une absence de mots, je dirais, une absence de concept de science humaine pour désigner un comportement. Voilà. Et donc, ce qu'elle a montré, c'est qu'en fait, Eichmann était dans cette idée de l'engagement, de la servitude volontaire, et que son métier, c'était de faire partir les trains à l'heure. Voilà, donc qu'il n'y avait pas pour lui une autre manière de voir les choses. Voilà. Donc c'est comprendre comment des gens s'engagent dans des comportements managériaux, par exemple, qui deviennent dommageables pour les autres, puisque c'est des comportements qui vont entraîner des surinvestissements, des surimplications, donc des phénomènes de burn-out. Voilà, bon. Et donc comprendre comment ces personnes sont prises dans ces processus et accomplissent des actions que par ailleurs elles peuvent réprouver, ce qui n'était pas le cas d'Eichmann, mais bon. Voilà, donc voilà, ce courant me paraissait important de le resituer aussi parmi d'autres, tout en sachant que dans cette vidéo, je n'avais pas l'intention de faire un cours, une formation sur tout ce qui contribue à ma pratique, mais c'est important quand même de situer quelques éléments qui ont façonné ma pratique actuelle. Je voudrais introduire 3 concepts là maintenant qui sont importants. C'est premièrement le concept de la honte, c'est-à-dire tout ce qui a été travaillé par Boris Cyrulnik autour de la question de la honte, qu'il appelle le cancer de l'âme. C'est-à-dire qu'il a montré comment des situations sociales, par exemple de déclassement, des situations où on a vécu, où on a été dans la transgression, où on n'a pas fait ce qu'il fallait, ou même on a survécu alors que d'autres ont péri. Enfin voilà. Donc la question de la honte pouvait être une question extrêmement importante, puisque d'une part elle empêche de penser. Quand il parle de poison de l'âme, c'est quelque chose de très
très subtil, profond, qui agit, on pourrait dire, à bas bruit, hein, chez l'individu, et qui va bloquer toute possibilité d'accéder justement à une estime de soi, à une image de soi et à une confiance en soi. Voilà. Donc ça me semble un concept extrêmement intéressant. Donc ça a été travaillé par Boris Cyrulnik. D'une certaine manière, ça a été travaillé aussi par Vincent de Goldjak à travers tout ce qu'il a travaillé quand il travaille sur l'histoire de vie, sur les phénomènes aussi d'héritage et donc de déclassement possible ou d'obéir au projet parental ou pas, ou justement d'avoir un comportement qui satisfasse ou non la famille, les parents, etc. Et donc il avait nommé cette problématique que pouvait vivre un individu en tension, dans une tension psychique par rapport à des situations sociales. Et il avait parlé de la névrose de classe, hein, pour désigner cette problématique où dans le même temps on veut accéder, on s'empêche d'accéder, enfin, etc. Et ensuite, alors, ça a débouché, son travail a débouché, après avoir travaillé sur la question du sujet, comment on devient un sujet, etc. Ça a débouché sur un concept beaucoup plus intéressant aujourd'hui qu'il a nommé, quand il a parlé de nœuds socio-psychiques, pour caractériser les situations qu'on ne peut, sociales justement, qui sont à l'intersection du psychique et du social, hein, c'est-à-dire des situations où on ne peut accéder à la compréhension de ces situations que si on est dans une approche pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'à la fois une approche sociologique, psychosociologique, psychanalytique. Voilà. Donc cette notion est intéressante aujourd'hui parce qu'elle permet de caractériser des moments de blocage dans lesquels se trouve l'individu qui peut être justement dans ce qu'on appelle aussi des conflits de loyauté. C'est-à-dire, ce qui me vient à l'esprit par exemple, c'est un cas de coaching dans lequel, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, mais on verra, ça en coupera, dans laquelle que j'ai rencontré, où une personne faisait fonction de cadre et dans un hôpital, voulait rentrer en école des cadres et échouait au concours, voilà, en école des cadres. Ce qui était incompréhensible, puisqu'elle avait le poste, elle occupait le poste, etc. Mais il fallait qu'elle soit titularisée. Et donc elle ait le diplôme. Et donc ce qui s'est révélé à travers le travail sur l'histoire de vie, c'est justement ce nœud socio-psychique, mais associé au conflit de loyauté, puisqu'elle avait un père ouvrier pour lequel les patrons c'était les ennemis. Et donc devenir cadre, c'était passer du côté de l'ennemi. Et tant que ce conflit n'a pas été identifié et élaboré en travail de coaching, il ne pouvait pas y avoir de déblocage. Voilà. Et le fait de pouvoir comprendre ce qui se passait et comment elle pouvait devenir cadre tout en étant loyale avec son histoire familiale et son père, etc., ça lui a permis évidemment par la suite de réussir son concours. Voilà, je voulais parler de ça aussi. Il y a un autre concept sur lequel tu as envie d'échanger ou tu penses les avoir passés en revue, ce qui te semble Non, j'ai pas du tout la prétention de passer tous les concepts en revue, hein, parce qu'il faudrait parler du concept d'identité, avec les notions d'identité souhaitée, identité héritée, identité actuelle, identité souhaitée, enfin voilà, montrer que l'identité qui travaille l'individu tout au long de l'accompagnement est une notion évolutive
qu'il faut concevoir en termes de mouvement identitaire pour aller vers, et pas du tout et contrer la notion d'identité assignée. C'est-à-dire comme quoi le fait d'être né à tel endroit, dans telle classe sociale, couche sociale, dans tel quartier, etc., entraînerait une identité assignée qui empêcherait justement de construire une identité souhaitée. Voilà. Bon, il y a d'autres concepts, hein, mais l'objectif, c'était pas de faire une revue des concepts. Il y a des concepts qui viennent de la psychanalyse, le concept de transfert et contre-transfert. Tu peux en parler un petit peu aussi? Oui, parce que les concepts de transfert, ils ont été... alors, le concept de transfert, c'est quand même une grande découverte de Freud, qui indique le fait que dans toute situation humaine, on aura tendance à transférer sur l'autre nos propres points de vue, idées, conceptions, émotions, etc. C'est-à-dire à projeter. Des phénomènes de projection. À penser que l'autre est comme. Et voilà. Soit comme nous, soit comme des schémas théoriques qu'on aurait déjà appris et qu'on plaquerait. Voilà. Enfin, bon. Voilà. Donc le phénomène de transfert, en fait, on parle de contre-transfert, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a du transfert. Après, on peut dire que dans une situation à deux, il y a le transfert si on parle coach-coaché, il y a le transfert du coach sur le coaché, et puis inversement, on appellera le transfert du coaché sur le coach, qui va considérer que le coach est sachant, hein, et donc il est dans le supposé savoir. On le crédite du fait qu'il va nous tirer d'affaire, et qu'il va nous donner des solutions d'ailleurs, sans forcément accepter l'idée qu'il va falloir les trouver nous-mêmes. Mais voilà, donc ça c'est... Et puis on a appelé le contre-transfert, le transfert du coach sur le coaché. En fait, pour moi, il n'y a que du transfert. Après, voilà. Donc ça c'est aussi important. Et puis toute la dimension de l'inconscient qui va se jouer dans les organisations, qui avait déjà été évoquée pour moi par Sartre, qui avait travaillé sur ce qu'il avait appelé la fraternité terreur, quand il avait travaillé sur la Révolution française et parlé de cette époque où effectivement, ce qui est passionnant dans la Révolution, c'est que c'est un moment donné où les lois sautent. Il y a toutes les lois qui étaient basées sur le système féodal sautent, avec un système qui est profondément patriarcal, hein. Sauf que la force de ce système, l'intelligence de ce système, c'est de s'être connecté à Dieu à un moment donné, hein, et à utiliser la religion pour légitimer le pouvoir du chef, du patriarche, le chef, voilà, qui n'était plus élu, mais désigné, etc., de naissance, bon, bref. Mais voilà. Du coup, j'ai perdu ma idée. Tu parlais de l'inconscient parce qu'il y a d'autres concepts qui existent, j'imagine, dans la psychanalyse. Oui, au niveau groupal. C'est-à-dire qu'effectivement, Sartre avait déjà parlé de fraternité d'erreur, avait bien examiné, avait bien décrit comment la Révolution française, qui avait fait sauter tous les repères, et essayé d'inventer une manière de vivre, que je trouve, une manière de vivre en société, à l'abolition des privilèges, l'égalité des hommes entre eux, l'abolition de l'esclavage, qui ensuite, après d'ailleurs, sera rétabli par Napoléon. Enfin bon, on trouve les mouvements de l'histoire. Voilà. Et donc, il avait bien montré que quand on fait sauter la dimension institutionnelle, c'est-à-dire les lois, les règles qui régissent, on peut avoir la terreur, le pire, c'est-à-dire que les révolutionnaires se sont entretués. Hein, ils se sont entretués, quoi. Ils se sont guillotinés. Enfin, ils ont tous pratiquement été guillotinés, voilà, jusqu'au moment où réapparaît un pouvoir fort qui va dire ça suffit, on rétablit la royauté. Enfin bon, le truc, c'est quel gâchis, quoi, quel gâchis. Alors qu'ils avaient réussi à éradiquer, enfin du moins diminuer l'importance de la religion. Ils ont échoué sur le plan de créer une autre forme de rassemblement des êtres humains quand ils ont
tenté de créer le culte de l'être suprême, enfin bon, bref. Bon, donc j'avais déjà été sensibilisé à ces phénomènes de groupe, mais je vais je dirais, les travailler conceptuellement